J'aimerais, si mes mots y parviennent, transmettre à mon tour à quelques jeunes intrépides l'envie de descendre dans l'arène publique. J'aimerais leur dire, allez-y, imposez votre regard, votre sang, votre rêve. Soyez enthousiastes, têtus, opiniâtres, ayez des convictions et faites-leur confiance. Mais surtout, n'aimez pas trop le pouvoir. Je ne crois pas aux héritiers, mais aux hommes qui s'inventent. Lorsqu'on est formaté pour faire un bon mécanicien, comment devient-on ministre, président du comité intérimaire du FMI, président du Sénat et patron d'un département, placé dans le peloton de tête des territoires français? L'affaire de mon père a commencé par un modeste atelier de mécanique. Mes parents travaillaient dur. Mes vacances étaient laborieuses. J'enfilais dès le premier jour un petit bleu de travail pour participer aux tâches de l'atelier. Je me passionnais pour ce métier de la mécanique qui, dans mon esprit, devenait un but. Diplôme en poche, je retrouvais l'atelier et mon père, si fier de me voir enfiler la salopette bleue pour travailler à ses côtés. Il y eut un bel été, puis les armées du Reich pénétrèrent en Pologne et ce fut la guerre. Je revois ma mère préparer tristement le bagage du père, soumis, comme les autres, à la mobilisation générale. J'avais 16 ans, seul à travailler avec 2 apprentis, étonnés de ce vide soudain. Nous devions nous démener pour que continuent à rouler les voitures des professions nécessaires à la survie. L'essence manquait. Je sortis de la casse une vieille fourgonnette Rosengart et me mis en tête de la transformer en voiture électrique. Cette camionnette réussit à parcourir 200 mètres aller-retour avant d'expirer tout à fait. Elle venait de faire la preuve que j'avais eu raison de rêver. Pour pallier à la pénurie d'essence, on triturait les voitures et on les équipait en bonbonnes de gazogène. Nous partions à bicyclette, réparer les véhicules avec les températures sibériques de l'hiver 1942. Mais le laitier pouvait livrer les fermes et le médecin visiter les malades. Je crois que j'en étais fier. Et parce que la vie continuait coûte que coûte, on faisait des rencontres. Un dimanche, je revis la jeune fille que j'avais accompagnée comme garçon d'honneur 3 ans plus tôt. Elle devint mon épouse. Fin 1944, je m'engageais pour 3 ans dans l'aviation. Je n'avais jamais vu les bottes du moindre Allemand, ni les ailes d'un seul avion. La discipline de l'armée me pesait. Je fus promu grand réparateur de tous les vélos d'officiers du camp de Fay. Ayant décroché 24 heures de liberté, j'en profitais pour filer à Loudun voir Suzanne. Nous sommes restés 4 jours ensemble. À mon retour à la caserne, j'étais porté déserteur. Prétextant l'achat de pièces de vélo à Châtellerault pour excuser mon retard, j'ai ainsi évité le cachot. La paix revenue, l'industrie automobile connut encore des années de pénurie. Mon projet était simple. Puisque l'on manquait de voitures, j'allais investir mes quelques économies dans l'achat d'un véhicule d'occasion. Je n'étais pas mauvais lorsque je voulais convaincre. Le patron d'un gros garage d'Alésia me céda une Rosalie. Elle serait la première d'une longue série. Arrivé à la maison, je me plongeais dans le moteur, remplaçant les pièces défectueuses. Suzanne lavait et reprisait les housses des sièges. J'ai vendu ma première Rosalie à un habitant de Loudun qui l'a conservée pendant des années. Le mouvement était amorcé. Cette année-là, j'ai dû convoyer une centaine de voitures, seul au volant, et j'ai échafaudé des plans d'avenir. En 1953, l'entreprise familiale devint concessionnaire de Peugeot, ce qui renforça sa réputation. En dehors des voitures, nous vendions des tracteurs et des machines agricoles. Je n'étais que l'ancien apprenti devenu patron, gardant les réflexes de l'artisan qui doit faire face à ses échéances, développer son affaire et veiller au bon équilibre du personnel. Nous fîmes la connaissance d'un couple de profession libérale. Leurs moyens étaient bien supérieurs aux nôtres. Ils allaient régulièrement au sport d'hiver où ils nous entraînèrent. De quoi parlions-nous au cours de ces longues veillées? De tout ce qui nous entourait. De la vie locale, du développement de notre petite ville, de sa gestion. Parler de ces choses, c'était aussi avoir envie d'agir sur elles. L'idée fit son chemin jusqu'à ce que l'on envisage, pour les élections de 1953, une liste municipale s'imposant au maire sortant. À Loudun, dans les années d'après-guerre, une telle idée relevait d'une certaine hardiesse. Pour dire la vérité,
Un petit crime de lèse-bourgeoisie dans une cité gérée traditionnellement par des notables. L'affaire prit un tour sérieux. Nous avions 10 élus. Mon nom fut le dernier, mais j'étais enfin à la mairie. Ce fut mon premier pas dans la vie politique. J'étais devenu membre de l'Union commerciale et j'étais chargé d'organiser les fêtes et la foire exposition. Mes responsabilités m'obligeaient à prendre la parole et à me frotter à l'opinion. En 1959, maire d'une petite ville mais aussi chef d'entreprise, il me fallait organiser le développement de Loudun en le faisant reposer sur la croissance industrielle. Les 2 premières années, j'empruntais 2 millions de francs. L'utilisation que je fis de cet argent donna quelques inquiétudes au ministère des Finances comme à celui de l'Intérieur. La municipalité construisait des usines et les revendait sur 12 ans aux industriels désireux de s'installer chez nous. J'ai dû parcourir près de 30 000 kilomètres à leur recherche, mais j'ai réussi, en 5 ans, à créer 500 emplois. Créer des emplois, c'est aussi loger des gens. En 20 ans, nous avons construit 1800 logements. Si nous voulons une autre société plus libre et plus responsable, il faut cesser de considérer que la situation professionnelle est seule déterminante dans la vie sociale. 2 mois après avoir été élu maire de Loudun, la Fédération des villes jumelées m'a écrit. Sans même consulter le conseil municipal, je portais Loudun candidate à un jumelage. J'avais l'intuition qu'une telle initiative nous enrichirait et permettrait à Loudun, comme elle l'avait fait au XVIe siècle, de rompre son isolement. En 1965, à Saint-Pétersbourg, par soutien politique aux Palestiniens, les Russes décidèrent de ne pas accorder de visa aux maires israéliens, membres de la Fédération. Nous avons organisé une conférence de presse et menacé de quitter la ville. Les Russes ont cédé. Pendant 2 jours, élus palestiniens et israéliens se sont côtoyés dans la même salle de conférence. Le maire de Ouagadougou, rencontré à Saint-Pétersbourg, partageait avec moi le souci d'ouvrir nos villes sur le monde et de travailler à la paix par le renforcement de la connaissance entre les peuples. Les Loudunais ont réagi à merveille. Depuis 1965, ils ont voyagé dans le pays et mis tout leur cœur à découvrir le Burkina Faso, pays des hommes fiers, avec ses espoirs et ses difficultés. Depuis 40 ans, les Burkinabés vivent en permanence à Loudun, où nous les invitons à venir se former au métier du bâtiment, de la mécanique et de l'administration municipale. Je crois que c'est en partageant la salle de bain avec lui qu'on accepte l'étranger. Plus qu'hier, il me semble qu'aujourd'hui, la découverte d'autres cultures est une façon efficace de lutter contre le sourd poison du racisme. Je payais alors mes voyages sur ma cassette personnelle. Peu de place pour le tourisme dans ces voyages-là. Les vieilles pierres ne m'intéressent pas. Seul l'avenir me passionne. En 10 ans, la Vienne est ainsi passée de 4 à 15 jumelages avec le Burkina Faso. Le rapport de force est un réflexe intime dans tous les domaines de ma vie. Ma fille Michèle en garde un souvenir d'enfance précis. À 7 ans, terrorisée par l'eau, elle refusait depuis plusieurs étés de traverser seule le bassin en dépit de tous les cours que je lui avais fait donner. Pour qu'elle dépasse sa peur, j'ai décidé qu'elle serait championne de natation. Et pour la suivre dans ses entraînements, stimuler ses longueurs, la houspiller si besoin, je devenais chronométreur international. Je crois qu'elle me détestait pour cela, mais elle a fini championne de France à 14 ans. Un jour, Michèle, qui n'avait pas sa langue dans sa poche, me fit une scène. De quel droit pouvais-je exiger d'elle ces efforts alors que je ne savais pas nager moi-même? Dès le lendemain, je décidai de prendre mon premier cours de natation à 6 heures du matin. Michèle était sur le bord de la piscine pour se moquer de son père et de ses brouets ridicules. La voyant, j'ai enlevé mes flotteurs et j'ai traversé tant bien que mal le bassin. Nous étions quittes. Elle a hérité de ma détermination. Comme moi, elle considère qu'il faut tout faire pour obtenir ce que l'on désire. Les obstacles font partie du jeu. En 1968, je décide de me présenter au Sénat et je m'inscris au groupe centriste. J'obtiens de justesse une place à la commission des finances. Où avez-vous appris l'économie? Je n'ai jamais lu de livre d'économie, même ceux qu'il me pardonne de Raymond Barre. Si je connais les mécanismes qui régissent cette discipline, c'est pour avoir participé à des réunions, écouté, lu des journaux, pratiqué l'économie dans ma vie de chef d'entreprise, mais aussi de conseiller général et de sénateur. J'ai surtout beaucoup retenu, grâce à une mémoire qui me restitue à 5 ans de distance, les événements, les chiffres et les propos tenus. C'est ainsi que je n'ai jamais lu un discours, sauf dans certaines réunions internationales, et je n'ai jamais utilisé de calculatrice. Je suis reconnaissant à mes instituteurs d'autrefois d'avoir développé cette faculté.
quand on sait compter et retenir, on peut faire de l'économie. L'économie est fille du bon sens. Les événements se précipitent et un mercredi matin, je franchis la porte du cabinet du Premier ministre Raymond Barre qui m'annonce « J'ai préféré grouper 2 ministères, l'industrie d'une part, le commerce et l'artisanat de l'autre. Compte tenu de vos origines, ce poste devrait mieux vous convenir. » Je demande naïvement « Quel délai de réflexion m'accordez-vous » 3 minutes, le temps de sortir du bureau. Il me semblait essentiel d'orienter notre appareil de production vers les priorités nées des conséquences de la crise. Dans cet esprit, je m'étais assigné des objectifs. D'une part, la recherche de l'indépendance énergétique nationale avec la mise en œuvre du programme nucléaire et le développement d'énergies nouvelles avec la création du commissariat à l'énergie solaire. Pour payer son pétrole, la France subissait une hémorragie de richesses qu'il faut juguler d'autant plus vite que la hausse du pétrole attise l'inflation. D'autre part, le développement des technologies nouvelles, seules susceptibles de maintenir notre pays dans le peloton de tête des nations industrielles. J'ajoutais aux efforts engagés par mon prédécesseur dans l'informatique le lancement d'un plan axé sur la coopération entre firmes françaises et américaines sur le sol français. Je confirmais le lancement du programme européen Ariane et celui de satellites spatiaux, ainsi que le développement de techniques sous-marines. J'ai à ce sujet un très bon souvenir. Le jour où les plongeurs du CNEXO ont battu le record du monde de profondeur à moins 450 mètres, j'ai voulu les accompagner dans une capsule de plongée. Cette proposition a surpris mes collaborateurs car ils ignoraient que la pêche est une de mes distractions favorites et que la contemplation des profondeurs ne pouvait me laisser indifférent. Je me suis donc retrouvé à 500 mètres sous la mer. Je me rendais bien compte que de la rue de Rivoli, on pouvait effectuer des réformes auxquelles j'étais attaché. Raymond Barre conserverait-il le portefeuille de l'économie et s'il s'en dessaisissait, à qui le confierait-il? Son choix se porta sur moi, ce qui dans l'opinion produisit un certain effet de surprise. Je m'installai donc rue de Rivoli, dans le grand bureau, celui qui est reconnu comme le plus important par tous les fonctionnaires. Je voulais concentrer mes efforts sur un nombre réduit d'objectifs. Le retour à la liberté des prix, la modification des circuits financiers, l'amélioration du financement des entreprises et le développement des échanges internationaux. Je prenais des risques en essayant de modifier d'anciennes habitudes. Quand on en a la chance, mieux vaut faire avancer les idées profondément ancrées en soi que de tenter, par tous les moyens, de faire durer le temps de ses responsabilités. La France était portée depuis 30 ans à remettre le destin de ses entreprises entre les mains de l'administration. Il fallait lui donner des armes neuves pour affronter les défis économiques de la crise, ce qui nécessitait une transformation profonde de nos habitudes. Seule une décentralisation totale pouvait rendre à chaque agent économique la possibilité de décider et d'entreprendre. Il fallait rendre aux chefs d'entreprise la responsabilité totale de leur gestion. Le premier pas dans ce sens était la libération des prix. En 1978, les prix industriels étaient libres et la hausse des prix restait inférieure à 10%. Ceci illustre l'inutilité d'un blocage des prix industriels pour juguler une inflation qui a d'autres causes structurelles. La crise consécutive à 30 ans de contrôle des prix avait porté à un niveau de faiblesse sans précédent les fonds propres des entreprises. Il fallait investir. Cette situation était d'autant plus paradoxale et préoccupante que le taux d'épargne des ménages français restait l'un des plus forts du monde. Il était nécessaire d'orienter l'épargne vers les fonds propres et les investissements productifs des entreprises. Nous avons appliqué une politique générale de réduction des déficits budgétaires et de financement par l'emprunt. La loi Monory permettait aux Français de déduire l'acquisition d'un capital limité de leurs revenus déclarés de l'année. Elle a démontré depuis son efficacité puisqu'en 3 ans, plus d'1 million d'actionnaires nouveaux sont attirés par la bourse. C'est pour défendre cet acquis que j'ai créé Défense Épargne. Mon élection à la présidence du comité intérimaire du Fonds monétaire international en 1980 est ma dernière fierté. Après avoir été choisi par 40 ministres des Finances du monde entier, alors que je ne parlais pas un mot d'anglais et que j'étais seulement connu par la loi sur l'épargne ou la libération des prix, m'a épaté. Mon ami Jean Chrétien me servait d'interprète et je n'ai jamais su ce qu'il racontait précisément à cet aéropage venu des 5 continents. J'ai présidé des assemblées générales auxquelles participaient tous les ministres de l'économie et tous les gouvernements de banques centrales de la planète. Mon rêve était de proposer à la Vienne un projet aux antipodes de sa culture traditionnelle
pour peser durablement sur les mentalités. L'auditoire m'a certainement pris pour un vieux fou, un provocateur et un utopiste. Tant mieux. L'utopie m'est toujours apparue comme une source dans laquelle la réalité vient puiser ses racines. C'est exactement cette conviction qui m'a porté lorsque j'ai engagé le Conseil général dans l'aventure du Futuroscope en 1982. Des milliers d'heures et de kilomètres autour du monde m'ont donné l'intuition que la société de demain reposerait sur d'autres bases. Le Futuroscope est né un peu de tout cela. Regarder le monde, rencontrer les hommes et vouloir découvrir les lignes de force de ce qui fera notre avenir. Je pensais qu'il fallait concevoir un parc intelligent, un espace où coexisterait une dimension ludique, mais aussi un espace de formation et une zone d'activité économique. Je me suis souvent senti l'âme d'un bâtisseur. L'architecture devait générer ce choc, à la fois esthétique et culturel. 1000 hectares sont consacrés à l'ère d'activité technologique ouverte aux entreprises centrées sur le futur. Véritable défi architectural, la halle technologique, le centre de congrès et les salles de séminaire peuvent accueillir les professionnels. Le téléport est une zone de télécommunication qui permet l'émission et la réception de messages directement par satellite. Une tour sert de support aux antennes dirigées vers les orbites géostationnaires. Elle doit par ailleurs abriter un ascenseur panoramique qui élèvera les visiteurs au-dessus du parc. Le Futuroscope est un grand projet à la dimension du défi du 3e millénaire. Au certificat du savoir, je préfère 1000 fois la curiosité, le goût de l'apprentissage, l'appétit de la découverte et l'esprit de défi. Selon moi, la mission et la noblesse de l'école, c'est d'apprendre aux enfants à apprendre, à déclencher la flamme de l'acquisition, le plaisir de discerner. Aristophane disait « Former un homme, ce n'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu ». Il me semblait indispensable que chaque école soit dirigée par un enseignant responsable, capable de monter des projets pédagogiques en collaboration avec les mairies, de diversifier les activités scolaires, de coordonner l'action des instituteurs. Pour moi, il fallait renforcer le dialogue entre l'école et l'emploi. Sa mission est de préparer les enfants à s'intégrer dans une société démocratique qui a fait du travail l'une de ses principales valeurs d'intégration. Il faut ouvrir portes et fenêtres, inviter l'inconnu dans les écoles, mêler les savoirs et les sources d'information. À l'enthousiasme de la création européenne de l'après-guerre a succédé l'enlisement d'une routine bureaucratique. L'Europe n'a pas d'idée, elle n'a plus d'idéal, il ne lui reste plus guère que des fonctionnaires et des subventions. La politique agricole commune, le système monétaire européen, l'élection de l'Assemblée au suffrage universel sont des réussites techniques et administratives incontestables. Elles manquent cependant du souffle qui anime les grands projets. Je pense qu'il aurait été préférable d'approfondir les efforts communs sur ce qu'étaient les grands projets ou grands symboles plutôt que chercher l'accroissement de nombre de partenaires. Le Sénat avait la réputation d'une institution figée, cloisonnée dans ses principes, souvent archaïques. La plupart des ministres sont originaires de la haute administration. Il est d'ailleurs prévisible qu'un historien qualifiera la Ve République de République des hauts fonctionnaires, ou pire encore, de République administrative. On assiste au développement constant de la puissance administrative, puisque l'administration monopolise la fonction ministérielle, les mandats législatifs et la direction des entreprises. Elle inclut une pensée uniforme et s'avère un frein puissant qui bloque toute réforme, si indispensable fût-elle. Elle étouffe toute audace politique. Ma plus grande satisfaction est d'avoir dépoussiéré le navire. Notre époque est difficile et nos concitoyens exigent à juste titre de leurs gouvernants qu'ils soient accessibles, c'est-à-dire humains et proches. Ils préfèrent la volonté au renoncement, c'est-à-dire qu'ils acceptent de se battre pour un monde meilleur. Je n'hésite pas à dire à mes concitoyens « C'est possible, la France n'est forte que lorsque les Français ont confiance en eux-mêmes ». Le travail reste une fonction essentielle dans la vie de l'homme, mais il n'est pas l'unique composante. Le raccourcissement progressif de sa durée crée un espace de liberté nouveau. Les Français ne sont plus des adeptes de la centralisation et de la hiérarchisation. Ce peuple rural, arraché à sa terre en moins de 2 siècles, veut aujourd'hui retrouver ses racines et aspire à plus de diversité. L'évolution des techniques, et en particulier l'informatique, qui abolit les distances, rend possible l'évolution des modes de vie à laquelle nos concitoyens aspirent. Cela signifie
qu'il y a dans les années qui viennent des pages vierges à remplir en matière d'organisation sociale. À nous d'y trouver le moyen d'évoluer vers une plus grande mobilité et une liberté renforcée. Je suis pour ma part convaincu que nous avons là une chance unique de donner un nouveau visage à notre société et de faire évoluer les rapports entre les hommes. Jamais, peut-être, pour un homme politique, le rendez-vous n'aura été si difficile et si exaltant. Il faut qu'il ait aujourd'hui ces 10 ans d'avance, l'ambition de voir grand et cette volonté d'aller jusqu'au bout de l'intuition, si insensée soit-elle. Soyez réaliste, demandez l'impossible. Dans le soir, la forme d'un espoir qui ressemble à ton corps. Mes mains, quand elles tremblent de fièvre, c'est de nos amours brèves qu'elles se souviennent encore. Mes mains caressent dans leurs doigts des riens venant de toi, cherchant un peu de joie. Mes mains.